Alors bonjour tout le monde et puis bienvenue. On est ravis de pouvoir partager cette heure de conférence avec vous. Pour ceux qui auraient manqué l'information, on est le GAELIG, donc le groupe des auteurs helvétiques de littérature de genre. Justement, la littérature de genre, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui pourraient me dire ce qu'est la littérature de genre? Répondez pas tous à la fois. Il faut oser. Bien. La littérature de genre, si je ne me trompe pas, pour ceux qui connaissent, on parle de littérature blanche quand on parle de littérature classique, donc des grands auteurs, des classiques de la littérature qu'on nous fait lire à l'école. Et souvent, la littérature de genre, c'est des gens qui ne sont pas classés dans ce genre-là, donc on parle plutôt de fantasy, fantastique, fiction, et ça peut aussi entrer en compte, je crois, tout ce qui est un peu érotique. Voilà, c'est ceux qui sont peut-être pas souvent dénigrés par les grands profs de français, malheureusement. Est-ce que sur ça, vous avez peut-être quelque chose à ajouter? Pardon? Oui, évidemment. Déjà. Il fallait pas toucher. Ça commence déjà, c'est très bien. Parce qu'il y a les 3/4 de la définition qui sont dedans, on va dire. C'est très bien, c'est plus que la plupart des gens ne savent. Mais la romance aussi, ça c'est un genre qui a été déterminé assez tardivement, plutôt au début XXe siècle, voire même milieu XXe siècle. Et puis le polar, le thriller, les romans noirs, on va aussi ajouter dans ces catégories de littérature de genre. Mais en tout cas, bravo. Donc nous, maintenant, on est des auteurs justement de littérature de genre, on est tous habitants en Suisse ou originaires de Suisse. Et puis on se serre un petit peu les coudes pour aller sur des manifestations, pour faire parler un petit peu des crus locaux, parce qu'on s'est rendu compte que les gens sont souvent très ouverts à la littérature de genre, mais qui est déjà connue, les auteurs qui viennent des États-Unis, d'Angleterre, etc. Et puis les petits auteurs chez nous, on a tendance des fois à oublier qu'ils existent, simplement si ce n'est pas parce qu'ils ne bénéficient pas de la même diffusion. Donc voilà, on a juste envie de montrer qu'on est là, et de partager notre passion avec vous. Alors ce qu'on va faire pendant l'heure qui suit, c'est vous parler justement des différents genres qui sont notamment représentés dans notre association. Le premier genre, c'est la romance. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui pourrait me dire un peu plus sur la romance? Qu'est-ce que la romance? Personne? Bien, est-ce que vous pouvez me donner des exemples de livres de romance? Toujours personne? Alors je vais donner la parole à Marilyn qui va vous en parler à merveille. Je vous en parle un petit peu plus. Bon, c'est vrai que c'est pas tout à fait le propos ici, on est dans une convention de fantasy, donc c'est pas tout à fait ce dont vous avez l'habitude d'entendre parler, j'imagine, en tout cas la population qui vient ici. Mais c'est une littérature de genre, pourquoi? Parce qu'elle répond à des contraintes d'écriture. Il s'agit de parler d'une relation entre deux personnes, relation romantique, amoureuse entre deux personnes. Et on considère que la toute première auteure qui a vraiment fait de la romance, c'était Jane Austen. Donc elle est relativement connue de tout le monde. Orgueil et préjugés ou bien Raison et sentiment, par exemple, sont ces deux romans les plus connus. Et puis c'est Jane Austen qui a un petit peu lancé le mouvement de ce qu'on appelle maintenant la romance. Ensuite, il y a eu la romance très traditionnelle. Et puis ça a été un petit peu, on va dire... L'image s'est un petit peu détériorée avec ce que tout le monde connaît aussi, c'est Harlequin et c'est cette littérature qu'on appelle le mass market, donc avec la distribution à très grande échelle, où le but était de faire le plus de titres possible et puis pas forcément dans la qualité. Donc il y a un peu eu cette image roman de gare qui s'est appliquée, ou bien un roman à l'eau de rose, etc., qui s'est un peu appliquée à la romance. Maintenant, ces dernières années, ça s'améliore dans le sens où ça s'ouvre. Il y a déjà ce qu'on appelle vraiment la cheap it, c'est les Bridget Jones et compagnie, qui impliquent l'humour. Et puis, il y a aussi maintenant le feel good. Je ne sais pas si vous connaissez Gilles de Gardinier, par exemple, qui a des chats sur sa couverture. Lui c'est un auteur qui est aussi considéré comme un auteur de littérature générale qui écrit pourtant complètement de la romance. Il y a aussi Marc Lévy. Tout le monde connaît Marc Lévy, donc je le prends comme exemple. Il écrit complètement
de la romance. Il ne se revendique pas de romance, de la romance évidemment, parce que ça a une image un petit peu difficile à assumer probablement pour un homme, je ne sais pas, mais il écrit complètement de la romance. Donc voilà un petit peu pour la romance, on va assez vite passer. Et si vous avez des questions, j'y réponds. Est-ce que vous avez peut-être juste un auteur francophone ou suisse à me citer qui écrit de la romance autre que ceux que moi j'ai cités? Est-ce que déjà, peut-être il y en a qui ont déjà lu de la romance? Levez la main, promis, on dira rien plus loin. Vu que vous avez des titres à me dire, alors. Promis, ça reste entre nous. C'est une très bonne catégorie, hein, on la cite aussi à titre d'exemple, donc... D'accord. Et puis par là-haut, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait lu de la romance. Parle-nous de ta lecture. Comme auteur suisse, il y a Kai Case, qui fait aussi partie du gaélique, je précise. Sinon, il y a les grands auteurs américains, After, Anatole, des inventions de Grey. Voilà, 50 Shades of Grey, vous avez cité tout à l'heure l'érotisme. Bah voilà, on est vraiment à la croisée des deux genres. Voilà, donc on a fait gentiment le tour sur la romance. Je pense qu'on va pas s'attarder un peu plus sur ce sujet-là. On en a bien d'autres à traiter. Le prochain, c'est toujours Marilyn qui va nous en parler, celle historique. L'historique, c'est un genre qui a toujours été traité, évidemment, puisqu'il y a souvent eu matière à parler du passé, mais ça fait assez peu de temps que c'est un genre littéraire, parce qu'avant c'était plutôt quelque chose de scientifique quand on parlait des périodes passées. Voilà, c'est simplement écrire un roman qui s'est passé dans le passé. En général, on monte à au moins un siècle, mais pas trop beau. Et si ça se fait de plus en plus maintenant, c'est parce qu'on a de plus en plus accès de manière ouverte aux éléments. D'ailleurs, il y a Amélie qui est à côté de moi qui pourra aussi un petit peu parler de ça parce qu'elle est... Qu'est-ce que tu avais fait comme étude? Alors, j'ai un master en histoire, en fait, je suis spécialisée dans l'histoire des religions, justement, donc mythologie, tout ça. Okay. Alors bref, pour passer assez rapidement là-dessus, c'est simplement que depuis Internet, mais même avant, dans les bibliothèques, etc., donc je sais pas, depuis un siècle ou quelque chose comme ça, on a vraiment accès aux éléments qui nous permettent de raconter une histoire qui se passe dans le passé et que ça reste réaliste, parce que sinon ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, puis là on va basculer dans le fantastique ou la fantasy. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont lu un roman historique? Oui. Alors, parlez-nous un petit peu de ta lecture. Merci à vous. Alors, c'est pas exactement l'historique. Le dernier livre que j'ai pu lire, c'est le dernier roman d'Oksana Aub, auteure française, qui est la trilogie en fait Lebenstunnel, qui est plus par contre ce qu'on appelle une uchronie, où en fait elle s'est basée en fait de la Seconde Guerre mondiale et de ce qui s'est passé en fait en Allemagne nazie. Et en fait elle est partie d'un principe que et si en fait Hitler et l'Allemagne avaient gagné. Et en fait elle a construit toute son histoire sur ce sujet-là, qui a en fait vraiment un côté historique puisqu'elle fait beaucoup d'allusions à ce qui avait se passer à cette époque-là. Merci beaucoup. Alors la bonne remarque, c'est que ce qu'on observe dans la littérature de genre, c'est les ponts entre les genres et ces genres hybrides. Et en fait, on va tous taper dans un genre et puis dans l'autre. Il y a rarement un roman qui se revendique que d'un seul genre. Donc c'est une bonne remarque. Au niveau suisse, il y a Gilles de Montmolin, qui est un auteur qui fait aussi partie du gaélique et qui, lui, vient de publier un été 1921, si je dis peut-être 27, désolée pour lui. Donc voilà, il est remonté au début du XXe siècle. Et donc il est assez... c'est son deuxième roman historique, donc si vous voulez découvrir ça. Et lui, il écrit pas dans les littératures de l'imaginaire, il fait du polar habituellement. Donc c'est tout à fait réaliste et c'est très très documenté pour ça.
Donc voilà, si vous voulez découvrir ce genre d'ouvrage, je vous invite à aller lire du Gilles de Montmollin. Alors moi j'aurais deux titres à proposer, enfin deux auteurs à proposer. Un premier qui est assez connu, enfin une première autrice qui est assez connue, c'est Justine Diogret, pour Mordre le bouclier ou Chien du haut. C'est une série, ça pourrait ressembler à du fantastique, ça n'en est pas, c'est vraiment du médiéval au ras du sol. On suit une femme mercenaire qui cherche en fait ses origines dans une Europe médiévale, l'Europe du Nord. On a vraiment l'impression qu'on a toute cette nature très oppressante, qui est presque un personnage à lui tout seul. Le deuxième auteur, beaucoup moins connu, c'est Mathieu Ocubo. Et si vous avez l'occasion de lire ses ouvrages, je vous les recommande. On peut les retrouver sur Wattpad, donc un site de lecture en ligne. Il a un personnage qui s'appelle Chevalier Larouille, et c'est un vieux chevalier, il a 50 ou 60 ans, je ne sais pas exactement. Il rentre des croisades, donc on est aux alentours du 11e, 12e siècle, dans le sud de la France. C'est vraiment assez exceptionnel comme lecture. On a l'impression d'avoir une sorte de western spaghetti dans la France du XIIe siècle. Merci beaucoup. Prochain genre dont on aimerait parler avec vous, Marilyn l'a évoqué tout à l'heure, le polar ou le thriller. Alors là, je suis sûre qu'il y a au moins une personne qui a dû lire un polar ou un thriller. Dénoncez-vous. Non? Personne? Ah, quand même. Quel était le titre de ton livre que tu as lu? Alors moi c'était... alors moi c'était un livre de Sébastien Chabrizo qui s'appelle L'été meurtrier. Donc c'était vraiment axé en fait sur une histoire vraie en plus qui s'était passée dans les années 70 si je ne me trompe pas. Et donc c'est une jeune fille qui arrive dans un petit village et puis qui tombe amoureuse d'un jeune homme. Et puis en fait, elle se rend compte par la suite qu'elle est le fruit du viol de sa mère par 3 inconnus, et dans les 3, il y aurait le père du gars qu'elle aime. Et donc ensuite, elle cherche à se venger, et puis ça finit très mal en fait. D'accord. Merci beaucoup. On voit dans ce qui a été évoqué qu'il y a typiquement les codes du thriller ou du polar. Je laisse à nouveau la parole à Marilyn qui va nous en parler un peu plus. Donc on a trois auteurs de polar thriller, et on classe aussi dans cette catégorie anticipation, qui sont gays. Il y a Lionel qui est à côté de moi, Lionel Truand, qui a écrit un livre d'anticipation. On le classe un petit peu dans cette catégorie parce que les thématiques sont les mêmes, même si les contraintes ne sont pas tout à fait les mêmes. Moi, je vais vraiment vous parler du polar et du thriller, ce qu'on appelle aussi le roman noir. L'élément principal, c'est une enquête. Très souvent, c'est un policier ou un détective ou une. Il faut aussi mettre les choses au féminin. Il n'y a pas une détective, oui. Voilà, c'est cet élément d'enquête porté par un personnage principal qui va essayer de résoudre cette enquête. C'est pas toujours dans le cadre d'une enquête policière, donc un polar ça peut aussi prendre d'autres formes, et heureusement d'ailleurs, sinon on tournerait assez vite en rond. Je pense que si je dis Agatha Christie, ce dont tout le monde connaît, donc ça c'est un bon exemple. Je voudrais aussi vous parler un petit peu des tout premiers romans qui vont se classer dans la catégorie noire. C'était au fin 18e, début 19e, ce qu'on appelle les romans gothiques. C'est un mouvement qui a pris son essor en Angleterre. Il y a beaucoup de genres, de romans de genre qui viennent de là. Je parlais tout à l'heure de Jane Austen, c'était aussi un bon exemple. J'avais 3 titres
Frankenstein, le nouveau Prométhée. Donc il y a une enquête, mais je parlais aussi de l'hybridation des romans. On peut aussi parler de science-fiction pour Frankenstein, tout le monde connaît. Donc de Mary Shelley. Ce qui est bien à soulever aussi, c'est que c'était une femme et que pour cette époque-là, un roman qui marche au niveau commercial pour une femme, c'était rare. Elle a commencé par publier sous un pseudo, comme c'était souvent le cas à cette époque-là. Mais elle a fini par donner son vrai nom, et du coup, c'est une des premières auteurs aussi, surtout qui écrit du genre, quelque chose d'aussi sombre. Donc c'est à soulever. J'avais aussi noté les mystères d'Udolpho d'Anne Radcliffe. Et puis, en français, on avait le titre Pauline d'Alexandre Dumas. Donc ça, ce sont les premiers romans gothiques. Et c'est de ces romans gothiques, donc avec un univers sombre, qu'on découvrait beaucoup de choses. Après, il y a eu les premiers romans fantastiques, Bram Stoker, etc. Mais là, je vais passer la parole à mes collègues. Et voilà, beaucoup de choses sont venues de ces romans gothiques fin du XVIIIe siècle. Et ensuite, ça s'est subdivisé en catégories un petit peu plus franches, comme le thriller et le polar avec l'enquête. Et le thriller, c'est simplement parce que c'est un côté sombre. Il y a aussi tous les romans d'horreur, etc., qui vont se rattacher à cette catégorie. Est-ce que je vais laisser la parole à Tiffany. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport aux choses qui ont été évoquées jusqu'à maintenant? Non? On va continuer avec une prochaine catégorie qui est la dystopie et l'anticipation. Est-ce que ça vous parle là? Est-ce qu'il y a un nom qui vient directement en tête quand on dit dystopie? Si je vous dis par exemple Hunger Games, ça vous parle? Divergente, Labyrinthe. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, il y a des livres et des films qui ont été faits. Je vais donner la parole à Lionel qui va vous en parler avec plus de talent que moi. Donc, pour reprendre les propos de Tiffany, j'ai un autre exemple qui va peut-être vous parler. Ça s'appelle Je suis une légende, peut-être, ça vous parlera plus. Alors, c'est d'abord un roman de Richard Matheson qui a été publié en 1955, et ensuite il a été repris en film en 2007 avec l'acteur qu'on connaît tous, Will Smith, qui se passe dans un monde post-apocalyptique en Amérique avec des mutants. Ça ne me parle pas toujours. Donc la science-fiction, en fait, il y a plusieurs sous-catégories dans la science-fiction parce que c'est de nouveau un genre qui est assez large, comme tous les genres qu'on a ici. Et on va pouvoir retrouver, comme Tiffany a dit, la dystopie anticipation. Donc c'est principalement des histoires qui se passent dans un futur proche ou lointain, mais qui se passent normalement sur Terre. Et c'est après la chute de notre civilisation. Donc c'est déjà une première sous-catégorie, dont un livre qui a été publié l'année dernière, et le tome 2, c'est les miens, Le Monde de demain, qui parle exactement de ça, et qui se passe simplement en Suisse. Donc c'est vraiment une histoire qui est tracée en Suisse. Et voilà, donc j'ai une table là, je voulais le dire. Donc, voilà. Ensuite, il y a une deuxième sous-catégorie qui est très connue, c'est le space opera, qui là se passe dans un futur aussi assez lointain habituellement, parce que ça se passe sur d'autres planètes ou dans l'espace. Comme une bonne référence connue, on a Star Wars, qui je pense parle aussi à tout le monde, donc de George Lucas. Et donc ça c'est typiquement de la science-fiction space opera. J'ai un autre exemple, c'est 2001 l'Odyssée de l'espace, qui est aussi un roman à la base, et qui a été pris en film. Et voilà. Donc après, il y a d'autres catégories qui peuvent rejoindre et s'associer, on va dire, au fantastique et à la fantaisie. Quand on parle de retour dans le temps, de monde parallèle, de monde imaginaire, ça peut aussi être des histoires de science-fiction, mais qui mêlent de la magie ou des robots, des trucs comme ça. C'est aussi, on est très proche, on va dire, de la fantaisie et du fantastique. Voilà. Si j'ai des questions. Je rebondis juste toujours sur le thème du space opéra, donc, par rapport aux auteurs locaux qui écrivent dans ce genre-là. On a la saga Mark Storm de Sandrine L. Williams et puis Tony Forkins de Marc-Antoine Schieffer. Donc c'est vraiment des auteurs locaux qui ont écrit dans ce genre-là.
des sagas aussi en plusieurs tomes que je vous invite vivement à découvrir. Je me permets juste aussi de citer Laurence Suner, qui fait partie du GALI, qui a écrit aussi des space opéras. Et je profite aussi pour vous dire que les prochains romans, ce seront space opéra aussi. Stéphane, est-ce que tu as quelque chose à dire? J'ai toujours quelque chose à dire. Pas forcément les choses intelligentes, mais voilà. Je suis très fort pour dire des bêtises, je suis très fort pour en écrire. Donc effectivement, j'ai écrit une série de romans de space opéra. En fait, pour être très précis, j'ai écrit un univers de science-fiction pour du jeu de rôle, qui a été publié, qui s'appelle Tigre Volant. Et donc maintenant, je suis en train de décliner cet univers sous forme de roman. Donc, en fait, peut-être juste un truc, c'est que c'est vraiment, on est dans un genre qui est très protéiforme, la science-fiction. On a vraiment des mélanges qui peuvent, on peut avoir du voyage dans le temps, on peut avoir de l'Uchronie, on peut avoir du fantasy. L'Uchronie, on n'a peut-être pas mentionné ce que c'était, je ne sais pas si ça fait partie du... Il y a Émilie qui nous en a parlé juste avant en parlant de la saga Les tunnels de Oksana Hope. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, on va passer dans le vif du sujet avec un genre qui doit vraiment vous parler à tous, qui est là, la fantaisie. Ça vous parle? Du coup, là, je suis désolée, il y a au moins une personne qui vient me donner un exemple de fantaisie dans la salle. Dites-moi. Et un, c'est le minimum. Ça parlera à la fin de la séance. Bon, bah, dans ceux à succès en ce moment, il y a Robin Hobb avec l'Assassin Royal. Voilà. George Martin, ne cite même plus, avec Game of Thrones. Tolkien. Ouais. Oui, qui est le grand et peut-être le premier, je ne pourrais pas dire de bêtises. Après, il y en a qui sont entre deux. Je pensais à Pierre Pével avec Au royaume. ouais, voilà. Ou bien il y en a d'autres qui l'a fait aussi. Les Lames du Gardien. Steampunk. Le Paris des merveilles. Voilà. On est entre deux encore un peu, je trouve. Entre le policier et la fantaisie. Il y en aura encore plein d'autres. On va passer des heures. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a un exemple? La saga Les Nains de Marc Huster. J'ai pas fini la série, mais c'est sympa. Merci beaucoup. Alors, on a 3 personnes aujourd'hui qui vont vous parler dans le détail du fantasy, qui sont Déborah, Sarah et François. Je leur donne donc la parole pour la suite. Alors, bonjour. Moi, je vais vous parler surtout des racines, en fait, de la fantaisie. Et je vais vulgariser le sujet, parce que c'est un sujet qui est passionnant et on peut en parler des heures. Donc là, je vais en parler que pendant 10 minutes. Et je vais surtout laisser Sarah et François ensuite citer des œuvres et expliquer les codes. Moi, je m'intéresse surtout à l'histoire de ce genre littéraire. Donc bien souvent, lors de vos lectures, vous avez remarqué que la scène se déroule dans un monde qui est quand même moyenâgeux. Et pour cause, au Moyen-Âge, il faut savoir que l'homme du Moyen-Âge a bien du mal à faire la différence entre le réel et l'irréel, et le normal et le paranormal. Et il a un terme pour ça, qui s'appelle les merveilles. Donc les merveilles désignent justement ces événements qui sont inexpliqués, mais qui permettent pour lui d'avoir une sorte de logique et d'avoir une explication, même si ça l'effraie, même si ça le surprend. D'ailleurs, le terme de fantaisie est un terme qui est anglophone, qui est issu justement de la féerie, de l'imaginaire et des merveilles. Et il ne faut surtout pas le confondre avec le fantastique, ça c'est un autre genre que François va vous définir. Donc, pour débuter, c'est vrai que dans les constructions d'un roman de fantaisie, il y a souvent 3 axes qu'on peut rapprocher avec l'homme médiéval, que sont les forces ténébreuses, et pour l'homme médiéval, ça s'apparente à l'au-delà, qui est terrifiant. Puis, il y a aussi un voyage, souvent une quête, c'est l'ailleurs inconnu pour l'homme du Moyen-Âge, et il y a les créatures étranges, qui est l'autre monstrueux. Donc, pour débuter, il faut comprendre qu'au Moyen-Âge, l'homme est vraiment baigné dans la religion, avec cet arrière-plan de l'au-delà. C'est quelque chose qui est très important. Et surtout qui lui permet de lui construire un monde rassurant et logique
face à la mort et aussi face à des conditions de vie qui sont vraiment très difficiles. Et comme ça, il peut croire que le bien finit toujours par l'emporter sur le mal. Surtout, il sait qu'il ne connaît pas grand-chose à la création divine. Par contre, il sait que Dieu a mis de l'ordre au chaos pour établir l'ordre, justement, mais parfois, des forces ténébreuses, même souvent, essayent de s'immiscer dans ce monde pour y installer le désordre. Et dans ce cas, Dieu se permet encore de rétablir le désordre pour réparer son erreur. Et là, ça provoque des événements inquiétants, des catastrophes naturelles. Et au milieu de tout ça, l'homme du Moyen-Âge accepte plus ou moins longuement en se disant c'est l'ordre des choses, c'est la bataille entre le bien et le mal. Pour lui, l'au-delà est un royaume qui est très bien cartographié. Donc il y a les limbes, le purgatoire, l'enfer et le paradis. Et dans chaque sous-catégorie, il y a les créatures, que sont les démons, les revenants, les anges, et qui agissent pour l'un ou l'autre des royaumes, qui est le bien représenté par Dieu et le mal représenté par le diable, qui mène une lutte sans merci, et qui crée justement des merveilles en investissant le monde dans leur lutte. Souvent, dans les romans de fantasy, justement, il y a le héros qui va devoir accomplir une quête pour contrer une force ténébreuse qui a mis à mal son royaume. Et une quête induit forcément un voyage. Et pour l'homme du Moyen-Âge, le voyage peut commencer seulement à quelques kilomètres de chez lui. L'inconnu peut se trouver dans le lac qui est près, où ça va être le royaume des fées, mais ça on verra plus tard, la forêt, la montagne. Et plus on va loin, plus c'est un périple où on est censé rencontrer en fait des cités merveilleuses et des créatures qui vont avec. Il faut comprendre aussi que la Terre, pour l'homme du Moyen-Âge, est très symbolique. Et d'ailleurs, la nature en elle-même est juste symbolique et maîtresse de signes et qui sert aussi de résidence à des créatures dont il ne sait pas grand-chose. En fait, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais avant le XIIIe, avant l'apparition des cartes terrestres et des portulans, il y avait ces cartes en TO, donc vous voyez le O. Ah, merci. Donc là, il y a le O qui forme les limites de la Terre, entourée de l'océan, et à l'intérieur, il y a une grande mer intérieure qui forme le T et qui divise en fait le monde en trois parties. Donc Asie, Europe, Afrique. Et en fait, cette Terre est entourée par deux océans dont les noms pourraient aussi figurer dans des romans de fantasy, puisqu'il y a la mer visqueuse qui est près du royaume du diable, qui fait tellement chaud que tout fond, tous les éléments fondent. Et évidemment, elle n'est pas ronde, hein, c'est un disque plat. Et donc à l'envers, il y a la mer ténébreuse où il fait tout le temps nuit. Alors bien évidemment, avec une représentation aussi symbolique, on imagine tout, on peut comprendre tout l'imaginaire qu'il y a face à la réalité. Et aussi, c'est à la chute de l'Empire romain, vers son déclin à partir de 300 ans après Jésus-Christ jusqu'au XIIIe, l'Église a fait exprès d'éliminer toutes les condescences en fait, de la cartographie, car il voulait quelque chose de plus symbolique, de plus proche de Dieu. Parce qu'en fait, le but c'est de trouver le paradis. Et le paradis, en fait, les cartes sont orientées est, en haut, et c'est la Jérusalem céleste. Mais bref, je vais m'égarer. Et donc, ce qui induit ce symbolisme, induit aussi des voyages et de l'imaginaire. Et par rapport à ça, lorsqu'on lit un roman fantasy, on rencontre toujours des créatures merveilleuses. Et au Moyen-Âge, lorsqu'on accomplit un voyage, eh bien, on est obligé de rencontrer des créatures mystérieuses et inconnues. Donc là, on aborde l'autre monstrueux. Alors, le monstre, au Moyen-Âge, c'est une véritable star, c'est une vedette. Il est partout, donc on croit vraiment à sa présence. Il est dans l'architecture, il est dans la peinture, il fait partie vraiment de la réalité. Et donc le roman, bon je dis que je ne citerai pas d'œuvre, mais par exemple il y a le cycle du Graal avec le roi Arthur qui est vraiment la base en fait d'un roman de fantasy. Donc ce n'est pas Tolkien, c'est quelque chose qui apparaît au XIIe et même avant. Et on voit toutes ces créatures avec des fées, avec des elfes et tout ça.
Et lorsqu'on part en voyage, par exemple, on a oublié ces créatures, mais il y a le peuple des Blémni. Et le peuple des Blémni, ce sont des humains qui n'ont pas de tête et leur visage est sur le torse. Donc pour les hommes, c'est devant, pour les femmes, c'est derrière le dos. Et si on dit qu'on n'a pas vu de Blémni, justement, le récit n'est pas cohérent. Donc c'est quelque chose qu'on doit voir. Et ça, dans le livre des merveilles de Marco Polo, il y a cette mention justement à ces créatures. Et pour revenir un peu aux créatures qu'on connaît le plus, donc les créatures de la mythologie comme les loups-garous, les hydres, ça les hommes du Moyen-Âge l'ont repris à leur compte, mais il y a aussi ce qu'on connaît le plus, comme les nains, les elfes, les fées, les gnomes. Alors, par exemple, pour les nains, à partir du XIIe jusqu'au XVe, quelqu'un s'est amusé à les compter. Dans 50 œuvres arthuriennes, il a dénombré 160 nains seulement pour 6 nains. Donc c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de nains, il y a beaucoup plus de nains. Au départ, il sert juste d'instrument. Et puis peu à peu, il va devenir marrant. Et puis ensuite, il va se personnifier. Et à la limite du 15e, 16e, là, il aborde un monde qui est différent, justement qui vient de l'autre monde, de quelque part par là, et qui appartient au monde des gnomes, des elfes et des fées. Ça va être au XIIIe, par exemple, au XIIIe, j'ai oublié de vous dire, au XIIIe, il est aussi important que Lancelot. Donc c'est vraiment un personnage très royal, très important. Et sa limite va se perdre donc vers le 15e, 16e, où on va le confondre avec des gnomes et avec des elfes. Et Tolkien a repris justement ces peuples et a magnifié les elfes, car il faut savoir que les elfes, en fait, en réalité, sont des hommes fées. Et on les confond un peu avec les nains, car le plus important est l'elfe, Oberon, qui est un roi, mais qui a été maudit par une fée. Et il est aussi petit qu'un nain, mais il est très très beau. Donc on voit en fait qu'au Moyen-Âge, on ne sait pas trop faire la différence. Le seul point commun entre toutes ces créatures que sont les fées, les gnomes, les trolls, les lutins, les farfadets, ce sont des êtres en fait qui investissent les forêts, les montagnes, et qui sont dangereux, ils en ont peur. Et pour cause, en fait, l'Église les a diabolisés, et pour s'en prémunir, il suffit d'avoir de l'eau bénite ou un crucifix pour les éloigner, car ils apportent le mauvais sort. Bref, tout ceci pour vous dire qu'en fait, il ne faut pas non plus croire que l'homme du Moyen-Âge prend ça pour une réalité, car il existe aussi des textes parodiques. Par exemple, le roi Arthur, on l'a aussi imaginé au XIIe siècle, habitant une caverne et puis œuvrant au cœur de l'Etna. Donc voilà. Et puis, il y a aussi la Divine Comédie de Dante, qui reprend justement la cartographie de l'au-delà et qui se moque de ses contemporains de façon grotesque, tout en utilisant cet imaginaire. Et en fait, ce que je voudrais plutôt vous montrer, c'est que Tolkien, et nous aujourd'hui, auteurs de fantasy comme Sarah, François et moi-même, sommes en fait les héritiers de cette littérature du Moyen-Âge. Donc nous sommes des suiveurs, et cette littérature est vraiment en fait un art bien plus ancien que Tolkien au XXe siècle. Voilà. Est-ce que par rapport à tout ce qui a été dit, vous auriez des questions? Il y a quelque chose qui n'a pas été clair? Non? Alors on va enchaîner avec Sarah. Alors moi je vais vous parler des caractéristiques et des codes du genre fantasy, parce qu'on connaît la fantasy comme un genre très très codifié, ce qui signifie qu'elle a un côté pratique, parce que le lecteur peut facilement trouver quelque chose qui lui plaît, s'il aime le genre. C'est classifié en librairie, etc. On les trouve facilement. On a aussi certaines attentes dans ce genre de roman. Donc, quelles sont ces caractéristiques et ces codes? Est-ce que vous préférez que les auteurs les suivent ou est-ce que vous préférez que les auteurs les transgressent? C'est ce dont nous allons discuter maintenant. Donc, pour des questions de temps, je resterai vraiment très générale sur ce thème et je vous parlerai surtout de la fantasy de type heroic fantasy, donc par exemple David Gemmell ou Terry Goodkind, ou alors de la fantasy épique ou high fantasy comme Tolkien, George Martin, Robin Hobb, Pierre Grimbert en France. Donc la première caractéristique que j'aimerais citer, c'est un monde inventé. Je pense que c'est la caractéristique la plus importante de la fantasy. On se trouve donc dans un univers parallèle qui peut être inspiré d'une autre époque terrestre, Moyen-Âge, Antiquité, voire même préhistoire. Sa géographie est détaillée, sa géopolitique, parfois à l'aide de cartes. L'auteur construit son histoire, sa religion, parfois même sa langue.
Et quand on a construit un univers aussi complexe que ça, on aime souvent l'utiliser et le réutiliser, ce qui explique qu'on écrive des sagas qui peuvent s'étaler sur plusieurs tomes, des trilogies, voire par exemple pour l'Assassin Royal, on est à 13 tomes, je crois. Donc voilà la première caractéristique. La deuxième, ce serait un héros. Un héros, par exemple dans la littérature, surtout la littérature jeunesse, on trouve le héros malgré lui. Celui qui ignore ses capacités, il ignore qu'il a une destinée extraordinaire, il est précipité dans une histoire, dans une lutte qu'il dépasse. Il va affronter des épreuves qui vont le faire grandir. Et le roman raconte son parcours initiatique. Donc on le trouve beaucoup, lui, justement, dans la littérature jeunesse. Il trouve un écho chez l'adolescent en quête d'identité. Je pourrais vous citer, par exemple, le personnage de Garion dans La Belle Garillarde de Élix, ou alors Eragon de Christopher Paolini. Chez nous, au sein du Gaélique, on a François Curchod qui a écrit Orlan et Bigvir, où on trouve ce genre de héros en devenir, qui va se découvrir des capacités extraordinaires. On a aussi le personnage du héros guerrier solitaire, par exemple Waylander chez Jemel ou Fitz Chevalerie chez Robin Hood. Il a l'esprit indépendant, il est doué de grandes capacités, souvent il a une moralité qui n'est pas tout à fait exemplaire, mais ça n'exclut pas une certaine profondeur de la réflexion et souvent un sens de l'éthique tout personnel. Très souvent maintenant, on trouve aussi un héros qui est une héroïne, et c'est tant mieux. Elle est ni faible ni écervelée, elle est nuancée, elle est de nature complexe. Au sein du Gaélique, on a Fabrice Pittet, que vous retrouverez à côté des figurines en bas, qui a écrit De sang et de froid. Et il a une guerrière qui s'appelle Feria, qui est justement un personnage très très nuancé, où on a chez Déborah Pérez la pirate Zoe Lysander dans L'Étoile de Lowillow, qui est aussi un personnage très très bien construit. Ces personnages donc partent, comme Déborah l'a mentionné, en quête, en mission. Trouver un objet, détruire un objet, trouver quelqu'un, trouver un pays. Cette mission l'oblige à faire face à l'adversité, à se dépasser lui-même. On attend de lui qu'il se questionne, qu'il évolue, et on attend de lui à la fin qu'il ait compris quelque chose. Le héros en sort souvent marqué, mais, marqué, mais dans une évolution. Donc l'enjeu de la quête, il est simple, c'est souvent en fantasy, sauver le monde du mal. On trouve très souvent justement cette représentation manichéenne du monde, c'est-à-dire une vision qui est réduite à une opposition entre le bien et le mal. Le côté du bien est souvent plus dans les gris que dans les blancs, il est un peu plus nuancé, mais le côté sombre, on le trouve parfois carrément dans un territoire entier qui est dédié aux puissances du mal, ou aux seigneurs des ténèbres, où le méchant règne en maître. On pense bien sûr à Sauron, au Mordor, chez Tolkien. Au niveau des personnages, les auteurs tombent rarement dans le piège de faire des personnages tout noirs ou tout blancs, heureusement. Mais on voit que, par exemple, même chez George Martin, qui est un spécialiste des personnages dans les tons gris, si on pense par exemple à Tyrion ou Jaime Lannister ou même Daenerys, il a quand même un méchant. On ne se pose jamais la question de savoir si des marcheurs blancs vont tout à coup passer dans le camp du bien. Il a un méchant très manichéen, vraiment très très mauvais. En principe, cette présence du mal, des ténèbres, c'est pas la partie centrale de l'intrigue. On la voit en toile de fond. Elle est le prétexte à l'aventure, finalement. Par exemple, chez moi, dans ma saga Les Enfants d'Aliel, on a cette opposition entre deux sœurs magiciennes, en fait, qui essaient de dominer le monde. L'une est maléfique, l'autre pour le bien. C'est la toile de fond et le prétexte à l'aventure des personnages. Le point suivant, ce serait la magie. Dans la fantasy, la magie, elle fait partie du monde, en fait. Elle n'est pas questionnée par le lecteur. Elle fait partie intégrante du monde qu'on lui propose. L'auteur peut, par exemple, restreindre la magie à certains peuples, par exemple les elfes, ou certaines professions, comme le magicien, le sorcier, où elle peut être liée à un objet. On a des reliques, des artefacts, comme par exemple l'anneau, chez Tolkien. Ou alors, l'auteur peut carrément faire de la magie le thème dans ses romans. Et l'apprentissage de la magie est un thème récurrent en fantasy. Ici, je citerai par exemple Patrick Rothfuss, avec Le Nom du Vent. Il décrit une magie qui est appelée le sympathisme, et il la décrit de façon tellement scientifique qu'on y croit carrément. Ici, au sein du Gaélique, chez Amélie Anzer,
On a un système de magie qui est assez détaillé, entre des magiciens qui ont besoin d'un objet pour exercer leur magie, et qui doivent donc apprendre la magie, et des mages qui contrôlent les éléments. Le point suivant qu'on trouve, que Déborah a mentionné, et qu'on trouve toujours dans notre fantasy, c'est les créatures imaginaires. Le représentant le plus évident, c'est le dragon, qu'on trouve dans beaucoup de récits. Sinon, les auteurs de fantasy puisent dans le bestiaire médiéval, dans la mythologie, dans les légendes, et beaucoup d'auteurs créent des créatures inédites. En fait, c'est le grand fun des auteurs de fantasy, c'est qu'on peut créer ses propres créatures. Donc, au sein du Gaélique, on a des dizaines et des dizaines de créatures, je pourrais vous en citer pendant un quart d'heure, mais je vais juste vous citer par exemple des animages chez Tiffany Schnelly, qui sont des dévoreurs d'âmes humaines, ça a l'air très sympathique. Et chez Cindy Mesny, qui est restée garder notre stand en bas, elle a des Animae qui sont des êtres polymorphes, donc ils sont capables de prendre n'importe quelle forme, animale ou végétale, ou venue tout droit de leur imagination. Donc ça c'est juste deux exemples. Et pour finir, comme Déborah l'a mentionné, on a toujours ces peuples imaginaires. On a quelques peuples récurrents en fantasy, les elfes, les nains, les orques, les gobelins, les trolls, les fées, etc. Les caractéristiques de ces peuples sont devenues tellement connues que les auteurs en fait ne passent plus de temps vraiment à les décrire. L'image qu'on s'en fait est en fait très très influencée par les œuvres de Tolkien. Ces créatures, ces peuples font partie de l'imaginaire collectif. Ils sont devenus maintenant stéréotypés. Donc en tant qu'auteur, on peut décider d'utiliser ces peuples, c'est-à-dire qu'on se base sur quelque chose de connu par le lecteur, on s'évite un petit effort de caractérisation, ce qui nous permet de se pencher sur d'autres côtés de l'histoire, sur d'autres thématiques. Ou alors on peut s'amuser à prendre le contre-pied de ces stéréotypes et faire par exemple des orques, les héros de l'histoire, comme chez Stan Nichols, qui a une série qui s'appelle Orques. L'auteur peut aussi créer ses propres peuples, avec les caractéristiques physiques, une histoire, une langue, comme Tolkien. Alors ces codes en fantasy, est-ce qu'ils sont une force? Est-ce qu'ils sont une faiblesse? On peut dire que c'est une force parce que le public sait à quoi s'attendre, il va reconnaître, en fait il aime la fantasy, il sait que s'il va prendre un livre qui est étiqueté fantasy, il va y trouver finalement ce qu'il attend, elle le est facile à classifier. La faiblesse, ce serait parce que si on respecte trop ces codes, on laisse un peu de côté l'intrigue, les personnages peuvent devenir caricaturaux, l'histoire peut avoir un petit air de déjà vu. Donc le secret pour l'auteur, ce serait peut-être d'utiliser ces codes, mais en les questionnant, en les manipulant un peu, en se les appropriant, en les réinventant. Donc peut-être que quelqu'un veut réagir là-dessus. Quelles sont vos attentes quand vous lisez un livre de fantasy? Est-ce que vous préférez tomber sur quelque chose qui est attendu, ou est-ce que vous aimeriez qu'on vous surprenne et qu'on vous propose complètement autre chose? On va prendre la parole? Non? On va alors du coup enchaîner sur la suite. Un sujet qu'on voulait vraiment mettre en avant aujourd'hui, c'est la question de la barrière entre la fantaisie et le fantastique. C'est quand même quelque chose qui est assez difficile à mettre en place en fait. Puis au final, est-ce qu'il y a vraiment une règle d'or qui dit oui c'est du fantastique, non c'est du fantasy? Je suis pas sûre, on va essayer de vous en parler. Mais dans un premier temps, est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans la salle qui aurait envie d'essayer de me donner un exemple de fantaisie, un exemple de fantastique, pour qu'on puisse essayer justement ensemble de démêler, de trouver ce qui fait partie de chaque catégorie? Toujours personne? On a eu tout à l'heure des exemples de fantaisie, alors est-ce que vous pouvez faire un exemple au moins de fantastique? Moi? Qui c'est qui a dit quelque chose? Je vais me dire envoyer le micro. Dracula, tout simplement. Si je vous dis Harry Potter, pour vous c'est du fantastique ou du de la fantaisie? On va juste essayer de faire par le vote pour essayer de se rendre compte qui pense qu'Harry Potter est du fantastique. Ok? Qui pense que c'est de la fantaisie? Et qui pense que c'est un mélange des deux? Ok, donc
Donc je vais laisser les membres du GAEG reprendre la parole pour essayer de nous apporter des questions, des réponses. Les questions, on les fera peut-être après. Voilà, chose après l'autre. Alors, on parle depuis tout à l'heure de fantasy. Effectivement, le fantastique, la fantasy, la dark fantasy, l'urban fantasy, on a parlé d'historic fantasy, avant c'est juste, voilà, il y a plein de sous-genres et tout est imbriqué ensemble. Quand j'ai commencé à écrire mon livre, je ne me suis pas posé cette question, parce que pour moi la limite elle était assez claire entre les deux. Mais quand il a fallu le proposer aux éditeurs et dire si c'était de la fantasy ou du fantastique, je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça. Je ne me retrouve pas dans mes notes, je suis désolé. En plus, quand j'en ai parlé avec mes collègues lors de différentes sorties, par exemple avec Sarah, je me suis là aussi rendu compte qu'on n'avait pas forcément la même vision du fantastique et de la fantasy. Pour moi, c'était clairement, est-ce qu'il y a de la magie, est-ce qu'il n'y a pas de la magie? Voilà. Ou est-ce que c'est dans un monde réel ou pas dans un monde réel? Il y avait ces deux éléments, mais il n'y a pas que ça. Donc j'ai fait quelques recherches sur Internet pour avoir des réponses un petit peu plus claires. Et puis même là, si on ne cherche pas bien comme il faut, on se rend compte qu'il y a plusieurs théories. Parfois, on a dit que la limite, c'est la magie justement. Donc s'il y en a pas, c'est du fantastique, s'il y en a, c'est de la fantaisie. D'autres partent plutôt sur une hypothèse des événements surnaturels. Ou mythiques, à savoir s'ils sont réels ou non. Si l'auteur nous explique clairement qu'ils sont réels, c'est que c'est de la fantaisie, sinon c'est du fantastique. Et puis, donc en 1970, il y a Svetlana Todorov qui a écrit l'introduction à la littérature fantastique, qui lui a clairement mis les bases. Donc la nuance, c'est plus sur l'acceptation ou non des choses bizarres qui se passent autour des protagonistes. Si on accepte ce qui se passe, si ça nous semble logique et qu'on y croit, c'est de la fantaisie, sinon c'est du fantastique. Donc maintenant que je vous ai parlé de ça, le Seigneur des Anneaux, c'est quoi? C'est du fantastique ou de la fantaisie? Fantaisie, on est d'accord. Même avec les trois théories dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça fonctionne. Harry Potter. Donc maintenant que vous avez ça, est-ce que c'est du fantasy ou du fantastique? Est-ce que les héros acceptent ce qui se passe ou non? Les personnages principaux, ils acceptent ce qui se passe, ça leur semble pas bizarre. Voilà, les 5 premiers chapitres, ouais. Au tout début, ça les semble bizarre, mais ça lui passe assez vite quand même. Ok. Alors, effectivement, si vous allez sur Wikipédia d'Harry Potter, ils disent que c'est de la fantasy. Maintenant, avec ce que je vous ai donné, ça me semble aussi logique. Mais j'ai creusé un petit peu plus. Je suis allé voir chez l'éditeur français d'Harry Potter, qui s'appelle Gallimard. J'imagine que tout le monde connaît. Et chez eux, c'est pas du fantasy, c'est du fantastique. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas de rubrique de fantasy qui l'ont classé dans fantastique? Je ne sais pas, je ne peux pas le chercher jusque-là quand même. Mais ça m'a semblé bizarre, et puis ça brouille encore un petit peu plus les pistes. Il existe également d'autres œuvres où la limite entre les deux genres semble bien mince. Quand j'étais jeune, j'ai lu Artemis Fowl. Est-ce que quelqu'un connaît? Ok. Alors pour moi, c'était clairement de la fantaisie à l'époque. Mais non, c'est aussi du fantastique, visiblement, donc je suis toujours plus ou moins aussi perdu, même si les codes sont maintenant clairs. Certaines personnes veulent absolument dissocier, alors qu'en réalité, on ne peut pas. Le fantastique et la fantaisie, c'est comme deux sœurs jumelles qu'on voudrait absolument reconnaître en les habillant différemment, alors qu'en fait, elles se ressemblent complètement. On a besoin de ces deux. Même nous, les auteurs, nous ne sommes pas tous d'accord. Mais c'est pas grave, parce que le fantastique, la fantaisie, ça vient de la même chose, de la même source, l'imaginaire. Tout comme la science-fiction, le post-apocalyptique, ou tous les autres genres qu'on défend au GAEG. Et c'est aussi la force de notre collectif. Nous écrivons tous des ouvrages très différents, mais quand on se retrouve, il y a toutes ces barrières qui tombent. On sent très bien qu'on a lu les mêmes choses, même si on écrit des choses très différentes. Notre envie, c'est de vous faire découvrir nos univers. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, vas-y. Juste faire une petite remarque. Il me semble qu'en anglais, peut-être la raison pour laquelle il y a cette confusion, c'est qu'en anglais, fantasy,
c'est le terme qui regroupe quasiment toutes les littératures de l'imaginaire, que ce soit science-fiction, fantastique, ce qu'on appelle fantasy, heroic fantasy par exemple, c'est considéré comme fantasy en anglais. Alors c'est possible, mais l'erreur que j'ai vue, c'est chez l'éditeur français. Donc c'est pour ça que vraiment ça va... Mais je pense que justement cette confusion vient du fait qu'on a un ouvrage anglais qui est traduit en français, et voilà, la fantasy c'est le terme générique pour un peu tout ce qui est littérature de l'imaginaire. Merci beaucoup François. Du coup, on va conclure en fait cette séance avec le fantastique. On a deux personnes qui vont nous en parler, une qui va nous parler vraiment du fantastique et une autre qui va aller plus faire l'urban fantasy. Alors, pour pouvoir dire qu'un récit fantastique, vous aurez compris, il faut trois choses. Des événements étranges et irrationnels, comme des rêves, prémonitions, la réincarnation, un événement maléfique. Il faut des créatures qui fascinent et qui font peur. Alors là, la liste est longue. Fantômes, anges, démons, ghouls, vampires, banshees, griffons, golems, cerbères, trolls, ogres, striges, harpies, loups-garous, zombies, des objets qui s'animent, bref, la liste est très longue. Et puis il faut aussi l'intrusion du surnaturel dans un univers ou un contexte réaliste. Donc si vous avez ces trois choses, c'est du fantastique. Et dans le fantastique, il y a pratiquement toujours un refus d'y croire, donc de la peur lorsqu'on rencontre l'impossible. C'est un entre-deux, un moment où l'esprit bataille entre une explication rationnelle et irrationnelle. On ne sait pas, on est entre deux. Et le fantastique est né donc dans les romans gothiques dont parlait Marilyn, dans les romans gothiques anglais, avec une atmosphère d'horreur assez prononcée. Au fil des ans, ce genre s'est vraiment nourri des contes, des mythologies et des légendes populaires, avec pour but de révéler des choses cachées, ce qu'on ne peut pas voir, ou pour combattre la censure. Et donc le fantastique, il utilise une émotion forte, c'est la peur, et la peur de l'inconnu, qui fait un peu la part belle au mal et à ses inclinations. La psychanalyse interprète aussi ce genre comme l'expression du désir sexuel inavouable. C'est vrai qu'on trouve très souvent une notion de sexualité dans la littérature. C'est souvent un amour qui est la cause qui fait basculer le héros dans l'univers fantastique. Et puis voilà, j'ai quelques auteurs de fantastique que vous connaissez probablement. Apollinaire, Alexandre Dumas, Guy de Maupassant, Victor Hugo, Jules Verne, Oscar Wilde, Lovecraft, les frères Grimm, Edgar Allan Poe, Stephen King, Tim Burton, Maxime Chatham, Rowling et Bram Stoker. C'est tous des gens qui ont écrit du fantastique. Et puis au sein du CALIG, nous avons 5 auteurs qui écrivent ce genre, donc Florence Cochet, Tiffany, François Curchot et Cindy Mesny, dont moi-même, dans ce domaine. Voilà, maintenant. Et toi aussi maintenant, oui. Voilà, je ne vais pas détailler plus sur les créatures, je vais passer... Est-ce que vous avez des réactions par rapport à la description que Sandra vient de faire du fantastique? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle un peu plus maintenant? Bon, on espère, et puis si jamais on est toujours disponible sur notre stand, on aura le reste de la journée pour en parler, pour confronter nos idées si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Amélie, du coup, va nous parler maintenant de l'urban fantasy. Alors, moi j'arrive justement avec, maintenant qu'on a bien vu la différence entre fantasy et fantastique, avec un genre qui est finalement assez hybride, assez ambigu entre les deux. On appelle ça l'urban fantasy, fantasy urbaine, essentiellement parce qu'elle se joue dans un cadre urbain, mais surtout familier, donc avec la ville, et par conséquent un endroit civilisé, peuplé, moderne, où le fantastique, où la magie n'a pas forcément sa place. Et donc ce sont des créatures magiques ou légendaires qui côtoient ce monde qui est connu et cadré. Alors on peut retrouver ça cohabite avec... cette cohabitation est assez tendue souvent parce que la différence du fantastique, où ça va être des créatures qui vont essayer de se cacher, qui vont vivre en aparté, on se retrouve avec des créatures qui sont obligées de vivre en lien avec les humains. Donc typiquement, on va retrouver les vampires et les loups-garous, c'est un petit peu les deux créatures phares de ce genre, mais on verra, il y en a d'autres. Et par exemple, si on prend l'exemple des vampires ou des loups-garous, ce sont des créatures qui vont être obligées de rentrer en contact avec le monde des humains pour se nourrir.
Donc là, on n'a plus cet aspect de créature cachée qui essaye de se dissimuler, justement. Mais on peut aussi retrouver des sorcières, des sirènes ou même n'importe quelle autre créature qui va cacher sa vraie nature. Par exemple, dans le monde assez japonais, on peut aussi voir les kitsune, ou kitsune, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui sont finalement la version japonaise des succubes antiques, qui ont aussi besoin d'interagir avec les humains pour se nourrir ou pour assouvir leurs besoins. Donc en fait, on peut trouver ce sujet qui peut être traité de manière sombre, donc avec des vampires, des meurtres, des attaques violentes, ou alors de manière beaucoup plus légère, avec de l'humour, on peut vraiment utiliser ça de manière au choix en fait, et c'est ça la richesse justement des auteurs et des genres hybrides. C'est de pouvoir utiliser, jouer avec les codes, les reprendre, jouer avec, et puis transgresser les codes aussi. Donc si je dois prendre des exemples on va prendre le paysage télévisuel d'abord, pour que vous puissiez voir vraiment à quoi je fais allusion. Dans le monde des vampires, on peut citer les films ou les séries de Underworld, de Buffy contre les vampires, par exemple, mais aussi au niveau de Charmed ou de Sabrina. Donc vous voyez, c'est toujours de l'urban fantasy, mais avec un ton très, très différent l'un de l'autre. Mais aussi avec des créatures étranges. Il y a le film de Tim Burton de Edward aux mains d'argent, qui est aussi de l'urban fantasy. Il y a les Gremlins, le Labyrinthe de Pan et Peter et Elliot pour les enfants. Donc vous voyez, c'est vraiment des façons très différentes de traiter le sujet. En littérature, on peut citer par exemple Terry Pratchett avec Good Omens, donc avec des anges et des démons. La série a été adaptée il y a très peu de temps. Stephen King avec Le Talisman, qui est aussi considéré comme de l'urban fantasy, et la saga Twilight, qui est aussi un bon exemple de vampire, entre autres, et de Claw. Donc on a des auteurs au gaélique qui rentrent dans cette catégorie. On a Sandra, donc Cassandril, qui a écrit Le Clan de Taran. C'est donc des vampires. On a aussi Dévore Moi de Tiffany Shnugly. Et enfin, Cindy Mesnig a écrit Les Dangers de l'ombre, et elle a choisi des créatures polymorphes, donc on est encore dans un autre style de créature, mais toujours avec ce lien avec le monde connu et l'interaction obligatoire finalement avec notre monde à nous. Et celui de Marie-Line. Immortel, c'est des immortels. Je vous en dis pas plus. Voilà, qui vient de sortir, donc voilà, c'est ce que j'ai pas pensé. Voilà, donc on a gentiment fait le tour de tous les gens dont on voulait vous parler. Est-ce que vous avez encore des questions? Non, je pense que vous êtes tous prêts d'aller manger, vous avez bien raison. Du coup, encore une fois, on a le GAELIC, le groupe des auteurs évaluatifs de littérature de genre. On est pour toute la journée sur le stand numéro A1. Et puis on sera un plaisir de vous accueillir pour nous présenter nos livres et puis échanger par rapport à tout ce qu'on a pu vous dire aujourd'hui. On espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à nous écouter. En tout cas, nous, on a eu beaucoup de plaisir à partager tout ça avec vous et on vous remercie infiniment pour votre écoute.